Donc nous aborderons dans ce cours le bloc duodéno-pancréatique. Voilà le duodénum et voilà le pancréas. On commence par l'introduction. Le bloc duodéno-pancréatique est une entité anatomique formée par un seul organe. Le bloc duodéno-pancréatique forme un seul organe composé du duodénum et de la tête du pancréas. Tête et isthme, pas tout le pancréas. Le bloc duodéno-pancréatique est une entité, un organe formé par le duodénum et la tête du pancréas, qui sont indissociables, indétachables, tant sur le plan anatomique que pathologique. Si on a par exemple une affection, si le pancréas est affecté par une pathologie, quelle que soit, inflammation, cancer, donc si le pancréas est affecté par une pathologie qui nécessite son ablation chirurgicale, le duodénum va le suivre, c'est-à-dire on doit réséquer aussi le duodénum, même s'il n'est pas malade, même s'il n'est pas affecté. Chirurgicalement, ils sont indissécables l'un de l'autre. Le pancréas, la tête du pancréas et le duodénum sont indissociables tant sur le plan anatomique et pathologique. Le duodénum, c'est le segment initial de l'intestin grêle. L'intestin grêle fait suite à l'estomac. L'intestin grêle est divisé en deux segments. Le segment initial, c'est le duodénum. Le deuxième segment, c'est le jéjuno-ilion, les anses grêles. Après, on a le côlon et le rectum. Donc, le duodénum, c'est le segment initial de l'intestin grêle qui fait suite, bien sûr, à l'estomac au niveau du pylore. Le pancréas est une glande mixte. C'est une glande mixte, c'est-à-dire à la fois exocrine et endocrine. Endocrine, elle sécrète l'insuline et le glucagon pour permettre la régulation des métabolismes des sucres. Et exocrine, elle produit les enzymes digestives qu'elle déverse au niveau du duodénum, donc pour faciliter la digestion. On commence par le duodénum. Le duodénum, il fait suite à l'estomac au niveau du sphincter pylorique. L'orifice pylorique est muni d'un sphincter qu'on appelle le sphincter pylorique. Toujours le rôle des sphincters, c'est ils empêchent le reflux du contenu de ce que se trouve dans le duodénum, dans l'estomac. Il se continue avec le jéjunum au niveau de l'angle duodéno-jéjunal, c'est-à-dire l'union entre le duodénum et le jéjunum. L'extrémité supérieure, c'est le duodénum, il fait suite à l'estomac au niveau du pylore, et en bas, il se continue par le jéjunum, deuxième segment jéjuno-ilion, deuxième segment de l'intestin grêle, au niveau de l'angle duodéno-jéjunal. La situation, le duodénum est un organe profond et central. Il se projette entre L1 et L4, entre la première et la quatrième vertèbre lombaire. Il est, comme vous voyez, au-dessus de l'ombilic, au-dessus de la région ombilicale. Il est successivement sus, puis sous-mésocolique. L'estomac est tout entier au-dessus, dans l'étage sus-mésocolique. Le duodénum, sa partie supérieure est sus-mésocolique et en bas il est sous-mésocolique, c'est-à-dire on le trouve dans les deux étages supérieurs et sus et sous-mésocolique. Pourquoi? Parce qu'il est
mésocolon transverse, elle le traverse obliquement. Donc une partie devient sus et l'autre sous-mésocolique. Donc il est successivement sus, puis sous-mésocolique. Donc dans l'étage sus-mésocolique et on le trouve dans les deux étages. Voilà la situation du duodénum. Il se projette entre L1 et L4. La forme du duodénum est variable et il dessine un anneau incomplet en C. Il dessine un anneau qui est incomplet dans la forme de C. De 20 dimensions, donc de 20 à 25 cm de longueur et 4 cm de diamètre. Il présente à décrire 4 parties. Partie supérieure, D1, D2, D3 et D4. La partie supérieure, appelée D1, attention, pas la D1 ici, c'est le premier segment du duodénum, ce n'est pas la première vertèbre dorsale. Fait suite, bien évidemment, au pylore, au flanc droit de L1, la limite inférieure de l'estomac, au niveau du pylore. Le niveau du pylore, c'est donc à droite de L1. D1, premier segment du duodénum, commence à droite de L1, là où se termine l'estomac. Presque horizontale, oblique en arrière et à droite. Sa longueur est de 5 cm et se termine à l'angle supérieur appelé génu superius. Deuxième segment, regardez, il descend, donc c'est la partie descendante, D2. Verticale, longue de 8 cm et se termine à l'angle inférieur appelé génu inferius. Horizontale, le segment est horizontal, comme vous voyez, sa longueur est de 8 cm, il est plaqué contre la 4e vertèbre lombaire. Puis le dernier segment, c'est le segment ascendant, D4, vertical, long de 4 cm et se termine à l'angle duodéno-jéjunal. Donc on a 4 segments, supérieur, descendant, horizontal et ascendant. La configuration intérieure, explorée par une fibroscopie œsogastro-duodénale, on voit la muqueuse de couleur rose. La muqueuse duodénale est présente et munie de nombreux plis longitudinaux au niveau de la partie supérieure et des plis, comme vous voyez, transversaux au niveau des autres parties. Ici, on a un segment inférieur, c'est-à-dire pas le segment supérieur. Au niveau du segment supérieur, les plis sont longitudinaux, sont verticaux. Au niveau de la partie médiale, toujours la configuration intérieure, au niveau de la partie médiale de D2, la deuxième partie du duodénum, s'ouvrent des orifices. Ce sont les orifices des conduits pancréatiques. Au niveau du pancréas, on a 2 conduits, principal et accessoires, qui vont s'ouvrir au niveau du duodénum, exactement au niveau du D2. On a la papille majeure dans laquelle s'ouvre l'ampoule hépatopancréatique qui s'appelle l'ampoule de Water. On va expliquer ça après. Et juste au-dessus, 2,5 cm au-dessus, on trouve la papille mineure dans laquelle s'abouche le conduit pancréatique accessoire qui est appelé encore canal de Santorini. Dans la configuration interne du D2, en dedans, dans la muqueuse, on trouve 2 orifices. L'orifice supérieur, c'est la papille mineure, et en bas, la papille majeure, qui répondent à l'ouverture
des conduits pancréatiques dans le duodénum. Les moyens de fixité. Le duodénum est la partie la mieux fixée, il est très fixé, il n'est pas mobile. Donc c'est la partie la mieux fixée du tube digestif. Seul le premier segment de la partie supérieure qui est mobile. Seul le premier segment donc, qui fait suite à l'estomac. Le premier segment D1. Pas tout le segment. Seule la première partie de D1 qui est mobile. Elle est péritonisée et dans ce qu'on appelle le bulbe duodénal. Le reste est fixé. Le reste du duodénum est fixé. Il est fixé par quoi? Les moyens de fixité. Par ses connexions pancréatiques et biliaires, ses rapports avec les conduits pancréatiques et biliaires, parce que même ce conduit biliaire, le canal cholédoque, qui ramène la bile du foie, il se termine aussi avec le conduit pancréatique principal par un canal commun au niveau du D2, au niveau de la papille majeure. Donc biliaire par rapport au conduit biliaire, cholédoque, qui ramène la bile. Il est fixé aussi par le muscle suspenseur du duodénum, qu'on appelle le muscle de Treves, par les accolements péritoniaux. Le duodénum est un organe qui n'est pas péritonisé, c'est un organe accolé. Je vous explique ultérieurement le principe des accolements. Il est fixé aussi par les vaisseaux et les nerfs qui le rattachent à l'artère mésentérique supérieure, branche collatérale de l'aorte abdominale, et à l'artère gastro-duodénale. Donc ces deux artères participent à irriguer le bloc duodéno-pancréatique et représentent des moyens de fixité. Voilà sur une coupe, duodénum et pancréas, la tête du pancréas, parce que le bloc duodéno-pancréatique concerne que duodénum avec tête et isthme du pancréas. Le reste du pancréas ne fait pas partie du bloc. C'est le pancréas gauche. En arrière, le duodénum et le pancréas, on le trouve dans la région, c'est des organes, ils sont secondairement rétropéritonéales. Je sais pas le schéma ici. Pour les organes, les viscères, on a soit des organes péritonisés, comme l'estomac, le foie, soit des organes d'emblée rétropéritonéaux, comme les gros vaisseaux et les reins. On a des organes accolés à la paroi postérieure par des fascias. C'est des organes secondairement rétropéritonéaux. Je vous explique après dans un autre schéma le principe des accolements. Le duodénum, il est fixé par un fascia qu'on appelle le fascia de Treves. Ça, c'est pour le duodénum, la description du duodénum. Maintenant, on va décrire le pancréas. La situation du pancréas, c'est un organe aussi qui est profond. Il est situé dans la région épigastrique, dans l'épigastre, contre le plan prévertébral. Il se projette en avant L1 et L2. C'est-à-dire en arrière de lui, il y a L1, L2. Le duodénum et la rate. Donc il se projette en avant de L1 et L2 entre le duodénum et la rate et en arrière de l'estomac. Sa situation. En arrière, il y a le plan vertébral représenté par L1 et L2. En avant, il y a l'estomac. Et de part et d'autre, il y a le duodénum et le pancréas. En avant de L1 et L2, entre duodénum et pancréas, et en arrière de l'estomac.
Voilà sa projection contre L1 et L2. Duodénum et pancréas, et en avant de lui, l'estomac. Le pancréas est allongé transversalement de droite à gauche. Il a une forme allongée, de couleur blanc-rose, de consistance ferme, mais friable. C'est-à-dire friable, il peut se fragmenter. Il présente une tête. C'est la partie élargie, elle est volumineuse, quadrilatère, ça c'est la tête du pancréas, se prolonge par un processus insiné. Ce processus, il est appelé processus insiné au crochet du pancréas, au petit pancréas de Winslow. Donc le bord inférieur de la tête pancréatique se prolonge par ce processus qu'on appelle le processus insiné, appelé encore crochet du pancréas ou petit pancréas de Winslow. Un corps, le corps du pancréas, il est situé en haut et à gauche de la tête. Entre les deux, il y a l'isthme ou le col du pancréas, il relie la tête au corps. Et la partie toute terminale, c'est la queue du pancréas. Comme vous voyez, elle est effilée. Donc les parties du pancréas, on a tête, isthme, corps et col. Pour le bloc duodéno-pancréatique, on a juste la tête et l'isthme qui font partie. Le reste, c'est le pancréas gauche. On a une vue antérieure. Tête, corps, col et queue, et voilà sur une vue postérieure. Ici vous voyez D1, D2, D3 et D4, c'est-à-dire la position, la situation du duodénum par rapport au pancréas. Ça c'est une vue postérieure. On a les empreintes veineuses de la veine splénique et de la veine mésentérique supérieure et de la veine porte qui passe en arrière du pancréas. Le pancréas est parcouru par deux canaux excréteurs. On a le canal pancréatique principal, c'est le canal de Wirsung. Comme vous voyez, il parcourt toute la glande selon son grand axe. Ce canal, il va s'unir au canal cholédoque. Le canal cholédoque, c'est un canal qui vient du foie. Il ramène la bile. Il est formé par un canal hépatique avec le canal cystique. Pour le canal principal du pancréas s'unit au canal cholédoque, ils vont former un canal commun. Ce canal se termine par l'ampoule hépatopancréatique qu'on a vu tout à l'heure dans la configuration intérieure. Cette ampoule va se terminer au niveau de D2. Bien sûr, cette ampoule est munie, elle comporte un sphincter qu'on appelle le sphincter d'Oddi. Sphincter d'Oddi, ce sphincter empêche le reflux du contenu duodénal au niveau du pancréas. Je répète, donc dans le pancréas, on a deux conduits. Un conduit principal qui est appelé canal de Wirsung. Le canal de Wirsung, il s'accompagne, il s'unit avec le canal cholédoque, vont former un canal commun. Ce canal pancréatico-biliaire, il se termine par une ampoule, un segment dilaté qu'on appelle l'ampoule pancréatique hépatopancréatique ou pancréatico-biliaire de Water, qui se termine au niveau de D2, le bord médial du D2. Cette ampoule est munie d'un sphincter qui s'appelle le sphincter d'Oddi.
L'ampoule de Water se termine, comme on a dit, dans D2, deuxième partie du duodénum, par une imminence de la muqueuse. À ce niveau-là, la muqueuse du duodénum, elle est imminente et donne ce qu'on appelle la papille majeure ou la grande caroncule. Voilà, ça c'est le canal cholédoque et ça c'est le canal pancréatique principal. Ils vont s'unir au niveau de l'ampoule hépatopancréatique de Water qui va s'ouvrir dans le deuxième segment du duodénum. À ce niveau-là, on a une imminence de la muqueuse duodénale formant la papille majeure. Deuxième conduit, c'est le conduit accessoire, le canal pancréatique accessoire. Le canal pancréatique accessoire ou canal de Santorini, il s'ouvre lui aussi au niveau du duodénum par la petite caroncule ou la papille mineure, 2,5 au-dessus de la papille majeure ou de la grande caroncule. Les dimensions, la longueur moyenne est de 12 à 15 cm, la hauteur au niveau de la hauteur, elle est différente. Au niveau de la tête, elle est de 6 cm. Au niveau du col, elle est de 3. Et au niveau de la queue, c'est effilé. Donc, elle est de 1 à 2 cm. L'épaisseur est de 2 cm. C'est une glande qui est aplatie. Donc, le diamètre antéro-postérieur, elle est de juste 2 cm. Le poids est de 80 grammes. Ça, on a étudié le duodénum à part et le pancréas à part. Le bloc duodéno-pancréatique, je le répète, c'est la partie du pancréas représentée par la tétélisme encastrée dans l'anneau duodénal. Forme, comme on a dit, un tout, une entité anatomique indissociable, tant sur le plan anatomique que pathologique. Pourquoi? En raison de 4 éléments. Pourquoi ils sont indissociables? On a leur intime rapport de contiguïté, rapport de voisinage. Ils sont l'un à côté de l'autre. Les rapports sont intimes, intime rapport de contiguïté. Par l'identité des rapports péritoniaux, ils ont les mêmes rapports péritoniaux. Les rapports péritoniaux sont identiques. La communauté de leur vascularisation, ils ont la même vascularisation. Le méso est commun, dans lequel se trouvent les vaisseaux qui irriguent le bloc duodéno-pancréatique. L'abouchement dans le duodénum des canaux pancréatiques. Le principal et l'accessoire. Les canaux du pancréas exocrine. On appelle pancréas gauche le reste, c'est-à-dire le corps et la queue du pancréas. Les rapports. On commence par les rapports péritoniaux. Avant ça, je vous explique sur ce schéma. Dans la vie embryonnaire, tous les organes étaient péritonisés. Ça, c'est un segment, c'est le col. Mais juste pour comprendre le principe de la colonne. Ça, c'est le péritoine pariétal antérieur et ça, c'est le péritoine pariétal postérieur. Regardez, c'est le même feuillet. L'appellation change par rapport à la situation. Puisqu'il est au contact de la paroi antérieure, il est appelé péritoine pariétal antérieur. Il est au contact de la paroi postérieure, péritoine pariétal postérieur. Il est au contact de viscère, péritoine viscéral. Et ça, c'est le méso qui relie l'organe à la paroi postérieure. On a une région péritonienne et une région rétropéritonienne. Les organes sont d'emblée, dès le début, rétropéritoniens. On a des organes comme l'estomac et le foie sont d'emblée péritonisés. On a un troisième type qui sont des organes accolés.
c'est des organes secondairement rétropéritoniaux, c'est-à-dire qu'ils péritonisés, après leur méso s'est effacé et ils sont devenus rétropéritoniaux. Je vous donne l'exemple ici, un segment du tube digestif qui est le côlon ascendant. Il était péritonisé, relié à la paroi postérieure par un méso. Après, il devient, chez l'adulte, après la naissance, il devient, au cours de l'évolution embryologique, il devient rétropéritonien. Regardez, il n'est pas situé, il n'est pas d'emblée rétropéritonien comme les autres. Cette zone jaune, c'est la zone des organes rétropéritoniaux. Il devient regardez, en avant de lui, on a le périton pariétal postérieur. Donc il est rétropéritonien. Mais il est fixé à la paroi postérieure par ce qu'on appelle des fascias. Voilà, ça c'est un segment du tube digestif. Ça c'est le périton pariétal postérieur en rapport avec la paroi postérieure, le méso et le périton viscéral. Au cours de l'évolution embryonnaire, certains organes vont s'accoler à la paroi postérieure. Le principe, c'est ça. Regardez, ils se rabattent, ils changent de direction, ils se dévient vers l'arrière. Et le périton pariétal, regardez, donc automatiquement, ce méso, il s'efface. Les organes se rabattent vers l'arrière. Et le périton pariétal postérieur qui était en arrière, puisque le méso s'efface, il devient en avant. Et un fascia se forme, ce qu'on appelle le fascia d'accolement. Donc ça, c'est le principe des accolements péritoniaux. Je répète, un organe secondairement péritonisé, c'était un organe qui avait son méso comme les autres, réuni à la paroi postérieure. Après, cet organe va s'accoler à la paroi postérieure par un fascia d'accolement. Et le périton qui était en arrière, en fait, c'est le même fait. Il devient, il passe en avant, il devient le périton pariétal postérieur définitif. Et en arrière de l'organe, on a le fascia d'accolement. Pour le duodénopancréas, au cours de l'évolution embryonnaire, le duodénum et la tête du pancréas se rabattent vers la gauche. Le feuillet gauche du méso, voilà, c'est des organes péritonisés avec un méso, voilà, le duodénopancréas et le périton viscéral. Donc, ils se rabattent vers la gauche. Le feuillet viscéral, le feuillet gauche du méso, leur méso va s'accoler au périton primitif, formant le fascia de Treitz. Le fascia d'accolement ici, on l'appelle fascia de Treitz. C'est des organes secondairement rétropéritoniaux. Le duodénum et le pancréas apparaissent alors comme des organes secondairement rétropéritoniaux fixés. À l'exception de D1, pas tout le D1, la partie initiale de D1 et la queue du pancréas qui reste libre, d'où part l'épiplone pancréatico-splénique. Presque, donc le duodénopancréatique, le bloc duodénopancréatique est fixé. Tout le pancréas est fixé, sauf sa queue. La queue, elle est péritonisée, on a juste une petite partie du pancréas, la partie terminale de la queue, elle est reliée à la rate par l'épiplone gastrosplénique. Et la partie initiale qui fait suite à l'estomac, la partie initiale de D1, elle est péritonisée aussi. Sinon, tout le reste est fixé, accolé à la paroi postérieure par le fascia d'accolement, le fascia de Treitz à droite, le fascia de Treitz à droite et à gauche, on a un autre fascia d'accolement. Ce qui nous intéresse,
c'est le bloc duodéno-pancréatique qui est accolé à la paroi postérieure par le fascia de Treitz. Voilà. Le duodéno-pancréas, ça c'est la tête, le corps et la queue. Regardez, le duodéno-pancréas, ils sont situés derrière le péritoine pariétal postérieur, donc c'est des organes rétropéritoniaux, accolés à la paroi postérieure par le fascia de Treitz. Voilà le péritoine pariétal postérieur qui passe en avant du pancréas et en avant du duodénum. Le segment initial de D1, il est péritonisé. C'est le bulbe duodénal. Ça, c'est la racine du mésocolon transverse. Le bloc duodéno-pancréatique est situé dans une loge péritoniale qu'on appelle. Il n'est pas situé dans la cavité péritoniale comme les autres. Il est situé dans une loge péritoniale parce qu'il est formé par en arrière, en avant le péritoine pariétal postérieur et en arrière le fascia de Treitz. Donc le bloc, c'est-à-dire le duodénum avec tête et isthme du pancréas sont situés dans une loge. La limite antérieure de cette loge, c'est le péritoine pariétal postérieur. Et la paroi postérieure de cette loge, c'est le fascia de Treitz. En avant, elle est limitée, la loge, par le péritoine pariétal postérieur qui donne naissance aux racines du mésocolon transverse. La racine, le bord pariétal du mésocolon transverse, celle-ci. Regardez, le duodénum, il est sus, puis sous. Il est sous mésocolique. Le péritoine pariétal postérieur donne aussi naissance à la racine du mésentère. Le mésentère, c'est les mésos des onces grêles, le méso des jejunaux-ilions. Voilà. Je vous explique sur ce schéma. Voilà le duodéno-pancréas qui sont accolés à la paroi postérieure par le fascia de Treitz. Ça, c'est la racine, ça c'est le mésocolon transverse. Et ça, c'est le mésentère. Le péritoine pariétal antérieur, supérieur, le péritoine pariétal postérieur. Et ça, c'est le péritoine pariétal inférieur qui répond à la cavité pelvienne. Regardez, le péritoine pariétal postérieur donne naissance à la racine du mésocolon transverse et la racine du mésentère. Les rapports dans la loge péritoniale, c'est-à-dire dans la loge qui est formée par le péritoine en arrière, en avant et le fascia de Treitz en avant, le bord du duodénum est creusé en gouttière d'où vient se coller le pancréas. Voilà les rapports de contiguïté, les rapports intimes de contiguïté. Le bord du duodénum, dans le bord du duodénum, il y a une empreinte qui répond à la tête du pancréas. Donc il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite franche entre la tête du pancréas et de D2. Ils sont accolés l'un à l'autre. C'est pour ça, chirurgicalement, ils sont indissécables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever l'un sans réséquer l'autre, sans enlever l'autre. Par exemple, si on veut réséquer la tête du pancréas, on fait une duodéno-pancréatectomie céphalique. C'est-à-dire on résèque le duodénum avec la tête du pancréas céphalique, c'est par rapport à la tête du pancréas. Les rapports dans la loge,
dans la loge, entre fascia de Treitz et le périton pariétal postérieur. On a le canal cholédoque, celui-là. Voilà le canal cholédoque qui réunit le canal cystique avec le canal hépatique commun, qui vont ramener la bile. Regardez le canal cystique, il est relié à la vésicule biliaire. Donc dans cette loge, le bloc duodéno-pancréatique est en rapport avec le canal cholédoque qui croise la face postérieure de D1 et la tête du pancréas. Le cholédoque passe en arrière de la tête du pancréas et il va croiser la face postérieure de D1. Les vaisseaux mésentériques supérieurs, artères et veines mésentériques supérieures, et l'origine de la veine porte. L'origine de la veine porte en arrière de l'isthme, puis en avant du processus incinatus et du détroit. C'est-à-dire au niveau de la loge péritoniale formée par le périton pariétal postérieur en avant et le fascia de Treitz en arrière, le duodéno-pancréas est en rapport avec le canal cholédoque, avec l'origine de la veine porte qui est formée par la veine mésentérique supérieure et la veine splénique. L'origine, elle est en arrière de la tête du pancréas. Et ils sont aussi en rapport avec les vaisseaux mésentériques supérieurs qui sont d'abord en arrière de l'isthme du pancréas, puis en avant du processus incinatus et ils passent aussi en avant de la troisième partie du duodénum. Le bloc duodéno-pancréatique est en rapport avec les arcades duodéno-pancréatiques artérielles et veineuses. Ça, c'est pour les rapports dans la loge. En dehors de la loge péritoniale, le bloc duodéno-pancréatique répond au foie et à l'estomac par l'intermédiaire de la bourse omontale, l'arrière-cavité des épiplones, la poche rétrogastrique, c'est-à-dire derrière l'estomac. En arrière, le bloc duodéno-pancréatique, il répond avec les éléments de la région rétropéritoniale, c'est-à-dire surrénal et rein droit, aorte et veine cave inférieure. Voilà pour les rapports en dehors de la loge. On a en avant l'estomac et le foie par l'intermédiaire de la bourse omontale et en arrière les éléments de la région rétropéritoniale. Rein et surrénal, pas tous les éléments, côté droit, rein et surrénal droite et rachis avec veine cave inférieure et aorte abdominale. Les rapports du pancréas gauche. Le pancréas gauche est en rapport avec les vaisseaux spléniques et le hile de la rate. Mais excusez-moi, je suis en train d'enregistrer. Donc la queue du pancréas est en rapport avec les vaisseaux spléniques et le hile de la rate. Le rein et la surrénale gauche en arrière, bien sûr par l'intermédiaire de l'arrière-cavité des épiplones, la queue du pancréas est en rapport avec l'estomac en avant. Voilà les rapports sur une coupe horizontale passant par la 12e vertèbre thoracique. La queue du pancréas est en rapport en avant avec l'estomac par l'intermédiaire de la bourse omontale et en arrière
avec rein et surrénal gauche. Et elle est en rapport avec la rate et les vaisseaux spléniques. La vascularisation. Pour le bloc duodéno-pancréatique, la même chose, on a des arcades comme au niveau de l'estomac. On a arcade pancréatico-duodénale postérieure en arrière du bloc. C'est l'anastomose entre l'artère, comme le nom indique, pancréatico-duodénale postérieure et supérieure, et l'artère pancréatico-duodénale postérieure et inférieure. Sans rentrer dans les détails, c'est des branches de l'artère mésentérique supérieure et de l'artère gastro-duodénale. Ça, c'est pour l'arcade postérieure, qui est derrière le bloc. L'arcade pancréatico-duodénale antérieure, c'est l'anastomose entre l'artère pancréatico-duodénale antérieure et supérieure et l'artère pancréatico-duodénale antérieure et inférieure. On la voit, regardez, en avant du bloc duodéno-pancréatique. J'ai dit, c'est des branches. Les artères pancréatico-duodénales, c'est des branches de l'artère mésentérique supérieure et de l'artère gastro-duodénale. La vascularisation du pancréas gauche est assurée par l'artère splénique, c'est logique, à côté d'elle. L'artère pancréatique inférieure, qui est une collatérale de la mésentérique supérieure aussi, et l'artère pancréatique transverse, c'est une collatérale de l'artère pancréatique dorsale. Voilà pour la vascularisation artérielle du pancréas gauche. Donc on a artère splénique, artère pancréatique inférieure et artère pancréatique transverse. Les veines, on a deux arcades veineuses qui vont se jeter dans le tronc porte et dans la veine mésentérique supérieure. La même chose, on a deux arcades, une antérieure et l'autre dorsale. Le pancréas gauche, le drainage veineux se fait au niveau de la veine splénique. Voilà l'origine de la veine porte en arrière de la tête du pancréas. L'origine, donc la veine porte est formée par l'union de la veine splénique avec la veine mésentérique supérieure. Donc les deux vont se réunir derrière la tête du pancréas et vont former un seul tronc, c'est la veine porte, qui va vers le foie. Les lymphatiques, ils sont tributaires des chaînes lymphatiques hépatiques, mésentériques, c'est-à-dire les lymphonoeux qui accompagnent l'artère hépatique, mésentérique supérieure, à côté de l'artère mésentérique supérieure, et latéro-aortique, de part et d'autre de l'aorte. L'innervation est assurée par le plexus cœliaque. On a dit que le plexus cœliaque est à l'origine de l'innervation de presque tous les organes abdominaux et aussi du plexus mésentérique supérieur. Bon, j'étais perturbée au cours. Hein? Est-ce que vous avez des questions? Ah là, je vous remercie.